Ça va, vous allez bien? Oui. Ouais. Merci. Rapidement, donc Boléwa Sabourin, je suis danseur, toujours danseur. C'est mon principal métier. J'ai du coup coécrit avec Bala La Rage de vivre. Ce livre il est sorti véritablement parce que, comme a dit Wafa, j'avais besoin que les gens me prennent au sérieux et j'avais besoin que justement qu'on puisse enfin écouter ce que j'avais à dire, notamment sur le projet sur lequel je travaille, qui s'appelle Recréation by Loba, donc, qui vient d'une association. Donc, il y a 10 ans, on a lancé une association avec mon meilleur ami qui s'appelle Loba. Loba, ça veut dire parle en lingala, c'est une des langues du Congo. Et bon, lui, il est camerounais, donc c'était pas son problème. Mais pour moi, c'était important. Et bon, il vient de Douala, donc Loba en Douala, ça veut dire Dieu, donc au final, ça lui allait très bien. Et en fait, Loba, donc il y a 10 ans, l'objectif c'était véritablement de nous exprimer, parce qu'on n'avait pas les mots, MOTS, pour exprimer les douleurs qu'on pouvait vivre liées à nos conditions de vie, d'être noir en France, et d'être des hommes. Mais par contre, par la danse, par le chant, par les arts, on arrivait du coup à s'exprimer. Donc nous, on s'exprimait par l'art. Et donc on a voulu donner la parole à tout le monde et que justement permettre à tout le monde de s'exprimer par l'art. Ce qui nous permettait, vous voyez, quand nous on était à la salle de danse, ça nous évitait de traîner au quartier, on était là comme ça, et même dans les mêmes cadres, ça me rappelle vraiment les salles de danse. Du coup, cet assaut, 10 ans plus tard, elle a pour objectif aujourd'hui de donner la parole à d'autres personnes, à des femmes qui sont victimes du viol comme arme de guerre à l'est du Congo. En 2016, le 8 mars 2016, on rencontre le docteur Denis Mukwege, qui est aujourd'hui prix Nobel de la paix. On le rencontre à l'hôtel de ville, il fait une conférence et il nous dit que la psychothérapie, la psychologie occidentale classique ne fonctionne pas avec les femmes que lui répare physiquement. Ces femmes sont victimes du viol comme arme de guerre, on leur introduit des machettes, des kalachnikovs, tout un tas d'objets contondants dans le vagin afin de créer la terreur dans la population. Et il nous dit, et une fois que lui il les a reconstruits, donc il est chirurgien, médecin, que la danse, le chant, pour libérer les traumas, c'est ce qui fonctionne avec ces personnes. Et donc là, moi ça fait tilt parce que toute ma vie en fait, la danse a été mon outil à moi pour me reconstruire et pour justement arriver à explorer et à justement libérer des freins et des galères que je pouvais avoir à l'intérieur. Et donc là, on lui propose un projet et puis on part au Congo. Un an après, on part au Congo, on rencontre ces femmes. Et pour nous, ça devait être un projet, on voulait juste les faire danser, qu'elles kiffent le moment. Et puis en fait, ce qu'on a vécu là-bas, c'était tellement puissant, tellement fort, qu'on s'est dit, non, ce projet, il va être pérenne. Et donc, on rentre ici en France et on décide de remettre en place notre assaut, Loba, qu'on avait un peu mis de côté parce que on reviendra dessus, mais on avait chacun nos vies et il nous fallait avancer individuellement. Et là, pour ce projet, on s'est réassocié, on a relancé Loba. Sauf que, évidemment, moi je quitte mon boulot, sauf que parler de danse, de psychothérapie, parler de femmes, de viol comme arme de guerre, et puis vous êtes un jeune homme noir, c'est pas trop bankable. C'est pas le truc qui est en plus de Congo, on nous dira ça c'est pas notre problème. Donc du coup, moi on a notre association, William il vient de finir, William c'est mon cofondateur, il vient de finir un doctorat en économie, mais il se marie, il a un enfant, donc il n'a pas le temps de se donner trop à l'assaut, ou en tout cas de mettre sa vie en danger, donc il faut qu'il aille bosser quand même à côté. Et puis moi je donne des cours de danse, mais pour l'instant j'ai quitté mon ancien boulot parce que je sens que c'est ce projet-là. Mais du coup on n'a rien, on a 0 €.
véritablement, et puis les médias ne viennent pas, ou on n'a pas les financeurs qu'il faut. Donc du coup, à ce moment-là, on me dit, je vais mettre ma vie en jeu. Et donc là, je me mets à reprendre un travail que j'avais effectué pour moi. J'avais écrit un livre qui était pour moi, c'était le livre que j'aurais voulu me donner. Donc je m'étais écrit un livre et avec du coup tout ce que ça comportait, parce que moi je suis pas écrivain, j'avais juste écrit ce que j'avais vécu. C'était aussi ma sauvegarde, parce que j'avais vécu pas mal de choses, on en reviendra, mais c'était aussi ma sauvegarde, parce que j'avais trop de choses en tête, il fallait que je fasse un update, donc j'ai posé ça sur papier, et puis j'ai repris ça, et là, j'avais vu des articles de Bala, et puis on avait travaillé ensemble auparavant, et pendant un moment, on s'était dit qu'il fallait qu'on se revoie, il fallait qu'on prenne le temps, parce qu'on avait des choses à faire ensemble, on sentait qu'il y avait une connexion entre nous, mais lui dans son boulot, moi dans le mien. Et là, à ce moment-là, je me suis dit non, c'est la meilleure personne, parce que moi, quand j'écrivais, ce que je voulais voir, c'est qu'il fallait que ça colle. Il fallait que sur chaque mot, on frappe. Et que ça soit à l'image de ce qu'on vit, c'est-à-dire des choses dures, du coup, il faut que ça soit dur. Et là, dans son écriture, ça me parlait complètement, et c'était exactement ça. Et donc du coup, je suis allé le voir avec mon manuscrit, je lui ai dit, là, est-ce que ça te dirait de lire ce que j'ai, et puis voir si on peut en faire quelque chose? Il a accepté, il l'a lu, il est revenu me voir, il m'a dit, ça donne le tournis, c'est pas trop, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a un truc à faire. Et donc, on s'est mis à se faire il vous racontera tout à l'heure, mais on s'est mis après du coup à se faire des entretiens repartant de ce manuscrit, et le processus d'écriture, on en reparlera avec Bala, parce que c'est lui le maître d'œuvre qui a du coup après imaginé comment on pourrait retravailler tout ça. Et donc du coup, ce livre, il est vraiment sorti pour donner de la visibilité, prendre la lumière, et puis après ensuite la déplacer sur cette question en fait, qui est comment on permet justement, comment nous on peut développer un modèle de cothérapie, donc de danse, et avec des psychothérapeutes, pour permettre à des femmes qui sont victimes du viol comme arme de guerre de pouvoir se reconstruire psychologiquement, de réapprendre à vivre, de pouvoir aller de l'avant et de se reconstruire une vie. Et donc là, à ce moment-là, ce livre était le meilleur moyen. C'est pour ça que ça m'a fait kiffer Nice to Meet You, parce que on a eu le même processus en fait un peu marketing, de se dire que là on a un projet qui nous dépasse, qui est ce sur quoi on veut vraiment travailler, et de l'autre côté, du coup, on va développer une stratégie qui va nous permettre de créer de la lumière pour ensuite emmener cette lumière vers véritablement ce qui nous tient à cœur en fait. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est de développer ce modèle de cothérapie et de travailler avec ces femmes. Et donc aujourd'hui, on continue du coup à travailler sur la recherche et donc l'écriture d'un modèle thérapeutique qui soit reconnu scientifiquement, pour pas qu'on nous traite de charlatans, en utilisant, parce qu'évidemment on est en France, donc quand on parle de danse, tout le monde pense à... c'est ça là. Direct. Toi, t'es pas trop... Bravo en même temps. Et donc du coup, voilà, il y a tout un travail d'éducation, d'instruction, et aussi un travail avec les psys pour justement arriver à un modèle avec tout ce que ça comporte dans un protocole de soins. Voilà, et donc on a fait ça, et aujourd'hui, pour vous dire, du coup ça nous a donné de la visibilité sur les réseaux sociaux, et par exemple il y a un mec d'une fondation qui a vu une vidéo, qui a trouvé ça hyper chouette, et aujourd'hui il est prêt à nous financer à hauteur de 50K par an pendant 3 ans. Ça fait 50 000.
trucs qu'on n'aurait pas eu en fait si on était juste arrivé et dire ouais, en fait, vous savez quoi, les femmes là-bas, pourquoi elles sont violées? Ben parce que les multinationales ont besoin du coltan. Le coltan, ils vont les mettre dans tous les appareils numériques qu'on a tous dans les poches. Donc tous les téléphones contiennent de ce coltan. Ce coltan, 80% de la richesse mondiale de ce minerai se trouve à l'est du Congo, là où se trouvent ces femmes. Et du coup, ces femmes ne sont que les dommages collatéraux d'une guerre qui les dépasse. Et ça, eh ben, allez dire ça aux médias, allez dire ça et dire que toutes ces entreprises sont toutes étrangères et que en fait, nous, ici en France et ailleurs dans le monde, on participe sans le vouloir parce qu'en fait, on nous a mis ces téléphones et on ne savait pas qu'il y avait tout ce sang à l'intérieur. Mais vu qu'on est les consommateurs, forcément, on est impliqué dans ces viols. Et comment renverser la machine? Et ça, c'est ça, moi, mon véritable travail. Mais ben, en passant par ce livre, du coup, c'est une manière autre de pouvoir raccrocher à ce sujet. D'accord. Bravo tout d'abord. On va donner la parole à Bala, après je vais revenir vers toi. Bala, présente-toi et... Moi je m'appelle Bala Fofana, je suis journaliste je m'appelle Bala Fofana, je suis journaliste à Libération. Et j'ai commencé, les dates c'est assez important quand même, j'ai commencé Libération en septembre 2016 et on a commencé à travailler sur les livres en novembre 2016. Quand j'étais en période d'essai, et donc pas sûr de rester à Libération. Et il faut savoir que je suis le seul noir à Libération. Ça doit être plus de 150 journalistes. Et discrimination positive. Je sais pas, puisque c'est jamais positif. Talent, c'est ça qu'on dit. C'est jamais positif d'être seul en tout cas. Ouais. Ça c'est une certitude. Et donc ouais, il y avait, en gros, on va dire, moi je suis rentré dans le journalisme un peu par accident en fait. C'était comme pour Boléwa, le livre c'est un plan B. Moi, le journaliste c'est devenu un plan B parce qu'en fait, à la base, j'ai eu un master en communication. Je voulais beaucoup plus travailler dans la communication politique, publique, etc. Et vraiment travailler en banlieue, c'est-à-dire dans des mairies, des conseils généraux, tout ça. Et on va un peu revenir sur comment j'ai grandi, etc. Parce que j'ai eu un peu beaucoup de points communs avec Boléwa ou même Wafa. En fait, moi je suis né en France et à mes 2 ans, mes parents décidaient de retourner au Mali. Parce que mon père taffait dans une usine. Il y a eu des vols, et on lui a dit, Monsieur Fofana, c'est sûr que c'est vous. Et donc, ils l'ont licencié. Et après ça, il a été dégoûté de la France, et donc il a voulu se barrer. Donc, on est parti avec mes autres frères. On est retourné au Mali. Et après ça, on est revenu, parce que mes parents se sont pas mal embrouillés au bled et séparés, parce que ma mère, elle disait, on est venu pour percer, t'as tout niqué en nous faisant Et voilà, et donc après ça ils se sont embrouillés et tout, c'était chaud. Et donc mon père il a pris une deuxième femme qui serait moins têtue et tout. Et il me dit ok tu fais le macro, bah, je vais me casser tout seul en France avec mes 6 enfants. Et donc on est parti sur une charrette avec un âne et tout à Bamako, et après on a pris un avion, nous 6 avec ma mère, on est revenu en France. Et donc quand je suis revenu, bah, moi je parlais que de Bambara en fait. Alors que j'avais la nationalité française, parce que j'étais né à Créteil dans le 9-4 et tout. Et donc quand je reviens, bah, on me dit ouais t'as quel âge? Ma mère a dit 6 ans, ils disent ah bah 6 ans c'est l'âge du CP, et on m'envoie en CP comme ça. Et tu t'assois au fond de la classe, tu comprends rien du tout. Déjà t'es choqué, dans ton village il n'y avait que des Fofana. Il y a des voitures, il y a des blancs, tout ça. Et donc j'arrive à la cantine, et là il pose un plat d'haricots, et moi je suis comme au village. Donc je me lève, je vais me laver les mains, et je dis qu'est-ce qu'il est là parce que je suis bien élevé, et je mets ma main dans le plat d'haricots pour manger. Et là tous les enfants ils commencent à crier et tout.
C'est pas fini ça. Et donc du coup, il pète un câble et moi je me dis wesh, qu'est-ce qui vous arrive, laissez-moi manger en fait. Et là, ils me prennent et en fait, ils me sortent de la classe de CP et pendant un an, ils me mettent chez un orthophoniste. Et chez un psychologue, parce qu'ils pensent que c'est forcément fou. Donc ouais, je sors de l'école normale en fait. Et après ça, on me met dans une classe qu'on appelle PERF, ça s'appelle perfectionnement. En fait, c'est l'équivalent des SECPA, mais en primaire. Et genre dans cette classe-là, je suis avec des darons, parce que, enfin, moi j'ai 7 ans, il y a un mec il a 15 ans. Il s'appelle Eric, c'est un blond, il sort du Kosovo, ça se faisait tirer dessus chez lui là-bas et tout, donc il est là et tout. Et on parle avec des gestes parce qu'il casse sa pipe en français, moi aussi. Il y a des trisomiques dans la classe et tout, donc dans la course un peu chaud, personne traîne avec nous. Et de là, ma daronne elle est seule parce qu'elle voit, elle commence à être dans une classe de ouf et tout. Moi je suis venu en France, j'ai galéré, t'as pas dans une classe de ouf. Donc gère-toi et sors de ta classe. Et donc du coup, elle allait chercher mes petits frères et elle me disait toi tu nous rejoins parce que j'ai pas envie de te voir toi et tes potes. Et donc je devais les rejoindre et donc ça c'était un seul de ouf parce qu'elle validait app, elle venait pas chercher les bulletins, tout ça. Quand il disait ouais je vois pas ta mère, je disais mais en fait elle avait pas envie de voir. Et donc ça fait que j'ai dû me taper pour essayer d'avoir des bonnes notes et par contre elle me faisait la misère quand on rentrait à la baraque parce qu'elle prenait des cours d'alphabétisation pour apprendre à parler français. Donc comme moi je sortais de l'école, elle me forçait à aller dans les cours d'alphabétisation avec elle, donc je me retrouvais avec des daronnes d'Algérie, du Maroc, d'Inde et tout. Et j'étais le seul enfant. Et après l'école, j'allais à l'école, mais pour les daronnes, Ma vie était trop pérable. Et donc du coup, ça m'a donné la détermination parce que je faisais 2 fois plus court. Et à la fin, en fait, les classes de perf, c'est 3 niveaux. Il y a le niveau faible, moyen et fort. Et au bout de 2 ans, je suis dans le niveau fort, parce qu'en fait, je vais à l'école et après j'ai des cours d'alphabétisation avec la daronne. Je suis 3 en avance sur ma classe et je commence à mieux parler français et tout. Et donc je deviens l'assistant de mon prof et j'aide les faibles et tout. Et après, on part en classe de neige et de là, le prof il nous dit oui, écrivez des fables et tout. Et je vais vous en lire une et après laissez travailler votre imagination. Déjà, ouais, c'est un peu ouf, mais vas-y, tranquille. Et donc j'écris une fable et je vois, il lit. Et après, je vois ses yeux, ils brillent et tout. Il est chelou ce mec. Et après, il lève la main comme ça, je me dis. Je fais ça, genre, il me met une tarte, tu vois. Et en fait, il voulait taper sur mon épaule parce qu'il était grave ému et tout, qu'il avait kiffé. Et après, le directeur, il vient, il dit, ouais, bah là, lève-toi, lis ta fable à toute la classe et tout. Et mon prof, il dit au directeur, Eric, il faut faire quelque chose pour celui-là. Et après ça, en fait, ils me font faire la moitié de la matinée en CM1. Et après, la fin, je retourne en perf, après, j'ai fait CM2 classique. Et après, j'ai fait le collège dans le 9-4 à Orly, donc j'ai grandi. Et après, lycée. Et après lycée, j'ai eu un bac L. Donc les gens étaient choqués. T'as un bac L alors que t'étais un dardé en fait. Et après ça, je fais une licence en langue étrangère. Après, je pars vivre 2 ans en Espagne. Et après, je reviens, je fais mon master. Et là, je me dis, ouais, j'ai envie de m'engager politiquement et tout. Donc, je vais faire un master en communication politique. Et voilà, m'organiser, défendre les droits dans les Tchèques, bosser dans des mairies et tout. Tu vois. Et là, je me rends compte que le stage, déjà, je casse ma pipe à trouver. Et j'arrive pas à trouver, même ma propre ville, ils me prennent app. J'avais trop le seum contre eux, dans la mairie. Et de là, je vais à la SNCF, parce qu'en fait, j'avais écrit une lettre de motivation. Et la meuf de la SNCF, elle me dit, oui, bon, je dois t'avouer, je t'ai pris parce que ton écriture est géniale, même si ton CV est archi nul, il est archi moche, la mise en forme elle est dégueulasse. T'étais en concurrence avec des gens de Sciences Po et tout, mais quand eux ils écrivent, c'est fade et toi il se passe un truc. J'ai dit, lourd, en tout cas j'ai resté et donc je fais mon stage et tout, après je vais chez France Télévisions. Et France Télévisions, ça se passe plutôt bien parce que c'est en gros je taffe à la fondation, ça veut dire que en gros mon taf,
c'est de créer des bourses pour que des gens de TX aillent chez France Télévisions, soit pour faire des courts-métrages, soit pour taper dans le journalisme. Donc là, je le refais de ouf. J'envoie des trucs à tout le monde, envoie des gens de TX, envoie des gens de TX, tous les départements et tout. Et ça se passe bien, je fais 2 mois, les candidats, les boursiers ils viennent et tout. Et là, ils me disent, ouais, on est chaud, parce que là, c'était dans le cadre de mon master, c'était un stage de 3 mois. Ils disent, on est chaud pour prolonger 6 mois encore. Et à l'époque, il faut savoir qu'un stage en master, donc bac plus 5, était payé 490 €, ce qui est rien, eux ils payaient 1005, donc pour moi, j'étais trop riche. J'avais trop d'oseille, je faisais lâcher un bif à ma daronne. Et ma fac, ils disent non, bah là, on ne peut pas te laisser, c'est un emploi déguisé, on arrive au mois d'octobre, tu as fait ta soutenance, t'es major de promo, t'es le premier de la classe, tu vas trouver autre chose, dis-leur que c'est un CDD ou rien. Mais wesh, c'est un CDD, ils payent 1005. Faites-moi la convention, ils disent non, on n'a pas le droit, c'est illégal et tout, et donc ça tombe à l'eau. Et je vois que dans le domaine politique, c'est mort, je ne peux pas bosser, j'ai fait SNCF, France Télévisions, et même avant ça, déjà, ils ne me calculaient pas. Donc je vois tous mes autres collègues, master, trouver des tafs et tout. Et quand je retourne à France Télévisions pour leur annoncer que finalement, ma fac, ils ne veulent pas, ils ont le seum et tout. Mais je fais le dernier jour de sélection de l'appel à pleurer que je faisais justement pour ramener des gens de TX et de la campagne aussi à France Télévisions. Et là, je rencontre un responsable du Bondi Blog en fait. Et le Bondi Blog, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, en fait, c'est un média en ligne qui traite que de l'actualité des banlieues et qui s'est créé 1 mois après la mort de Ziad Ebouna en fait. Parce que de là, les gens ils se sont rendus compte que les journalistes vont citer que quand ça se tire dessus, que quand il n'y a que des morts, et après ils rentrent chez eux et ils ne calculent pas tout le reste de l'année. Donc j'arrive là-bas, moi j'écris des trucs depuis le collège, depuis l'enfance, mais ils me disent ouais, vas-y t'es chaud, écris un truc. Je leur envoie un truc, je venais de faire mon mémoire, donc j'écris comme un mec de la fac. C'est super chiant en fait. Et donc eux ils m'apprennent à taffer, les techniques. Et de là je fais 1 an là-bas, ça se passe super bien. Je commence à avoir des articles qui sont repris dans le monde, etc. Ils réussissent à avoir de l'oseille, donc on fait un tour de France pendant les élections municipales. Et après, on fait un tour d'Europe pour les élections européennes, donc je suis en Belgique, en Espagne, et là ça se passe hyper bien. Et à la fin, on me propose de postuler à TF1 qui font un appel à candidature pareil que dans l'esprit France Télévisions. Et donc je fais 2 ans à TF1, et après je finis mes 2 ans à TF1. Et je finis le 26 août 2016 à TF1 et le 1er septembre, je commence à quitter en fait. Et après de là, en novembre avec Polyvalent, on commence à travailler sur Polyvalent. Et pour la petite histoire, en fait, ça faisait longtemps qu'on devait se capter. Et l'article qui a fait qu'on s'est capté, c'est un article que j'avais écrit sur Tupac dans le journal. Parce qu'en gros, 2016, c'était les 20 ans de la mort de Tupac. Et ça veut dire qu'il avait sorti aussi ses 2 derniers albums, son vivant, enfin un de son vivant et un qui sortait un peu après la mort. Et donc c'était All Eyes on Me, double album, Fury et tout. Et après il y avait Seven Day Terrorist d'Uncle qui est sorti après sa mort mais qu'il avait déjà enregistré. Et donc voilà, je profite de ça pour dans mon journal blanc ramener Tupac, etc. Et c'est cet article-là qui fait qu'on a rediscuté, qu'après on s'est capté. Et en gros, au début, on se voit dans un bar et il me dit ouais, moi, j'ai un projet d'écrire un livre et tout. Je dis ouais, t'es chaud, 30 piges, un livre et tout. Ça va avoir un truc de ouf, ouais, écrire un livre quand même et tout. Après là, il me raconte sa vie, je dis ah ouais, quand même, c'est vrai que t'as une vie de ouf en fait. Et après là, il m'envoie son manuscrit qu'il a écrit. Et je le lis et je lui dis si on taffe ensemble, mon délire ça va pas être de recorriger ce manuscrit. Pour moi il faut qu'on recrée autre chose en fait. Parce que en fait, le manuscrit c'était lui qui fait un road trip en Afrique avec des flashbacks sur sa vie en France. Et j'estimais que pour faire mal à la France, il
pour qu'ils comprennent, parce que déjà quand ils vont un Nord, ils pensent qu'à l'Afrique. Il fallait se re-ancrer en France et raconter d'une perspective physique où t'es en France, en fait, où le lecteur est en France. Et donc le taf qu'on a fait, c'était... moi j'avais le manuscrit et j'avais remonté ses statuts Facebook sur 4 ans. Donc j'avais copié-collé des trucs qui m'intéressaient. Et avec le manuscrit et le statut Facebook, ça m'a permis d'avoir une première base. Et après, on a fait des entretiens de la naissance de sa mère jusqu'à son grand-père et sa grand-mère. Et on les enregistrait. Et on a fait ça 10 mois, donc j'avais plus de 50 heures d'entretien que j'avais retranscrit. Et à partir de là, on a pu commencer à se mettre d'accord sur le style, écrire, etc. Et retravailler en incluant des statuts Facebook et le manuscrit. Et aussi en incluant sa voix, parce que j'écoutais en réécrivant derrière les chapitres avec sa voix. Donc du coup, c'était aussi m'assurer que, même si je mettais mon style, je prenais le lead sur l'écriture, et avec toi, parce que j'ai taffé sur son manuscrit, j'ai taffé sur les enregistrements vocaux qu'on a, j'ai taffé sur ses statuts Facebook aussi. Et le but, c'est de mettre tout ça en cohérence pour avoir un boucle. Merci Bala. Tu es un excellent co-auteur. Tu pourrais faire scénariste, hein, non? Moi j'ai une question à poser. Est-ce que quand tu parlais du fait que tu as repris les statuts Facebook pour réécrire son manuscrit, est-ce que c'est une technique que beaucoup de co-auteurs emploient aujourd'hui pour raconter En vrai de vrai, un co-auteur, c'est le taf de plus où on te respecte le moins, en fait, je pense. Il faut savoir que pour la petite histoire, jusqu'au mois de mars dernier, on appelait ça un nègre. Un nègre littéraire, c'est quelqu'un qui écrit un livre. C'est ça dans la langue française. C'est ça. Et tu mentionnais pas son nom. Et tu disais, par exemple, ah ben j'ai écrit un livre, tu l'as écrit. Oh, j'ai eu recours à un nègre. Et les gens comprenaient qu'en fait, parce que ça venait de l'esclavage, le nègre c'est celui qui fait le taf pour toi. Donc du coup, ça veut dire que le co-auteur, déjà, c'est un taf un peu ingrat et il t'apparaît pas tout le temps sur la couverture. Donc déjà ça c'est à prendre en compte. Et après, je pense que la manière avec laquelle on a bossé avec Boléwa, je connais personne qui l'ait fait. Parce que souvent les gens ce qu'ils font c'est soit la personne a déjà écrit quelque chose et on retravaille en écrivant. Mais nous on est parti d'un manuscrit. On a fait des entretiens. Comme je t'ai dit, j'avais une 50aine d'heures d'écoute. Et aussi les statuts Facebook, c'était mélanger tout ça et créer un style qui va fusionner nos deux styles. En fait. Et donc ça a été ça le taf qu'on a pu faire. Et je connais pas d'autres gens qui ont fait ça, parce que souvent, comme je dis, le co-auteur il disparaît, il laisse pas de traces. Et s'il laisse des traces, souvent ça va être soit l'entretien, soit réécrire si la personne a déjà écrit quelque chose. Donc nous on a mélangé entretien, réécriture, statut Facebook. Il y avait quoi de particulier dans les statuts Facebook? En fait c'est un mec qui raconte grave sa vie sur Facebook. Ça veut dire, en gros, si j'étais une raclie, je voulais le gérer. Mais là, du coup, comme j'avais pas d'intérêt à le gérer, etc. C'est un forceur. C'est un forceur, mais moi je dis rien, c'est mon strap. T'as vu? Non mais c'est vrai, parce que en fait, il y a peu de gens. Moi, si tu remontes sur mon statut Facebook, il y a une photo de 2014. Tu sais pas que j'ai plongé ma main dans du haricot. Mais lui, en fait, il faisait vraiment des longs statuts où il racontait vraiment des périodes marquantes pour lui. Et ce qui a fait que, en fait, pour moi, c'était de la bombe parce que c'était un tas sur lequel tu pouvais t'appuyer. C'était des trucs que même lui, il avait pu oublier, sur lesquels il pouvait revenir. Et qu'en fait, la force qu'il a eue par le manuscrit et ces statuts-là, c'est qu'il laisse des traces sur lesquelles lui, il peut revenir tout le temps.
sur lesquels d'autres personnes aussi peuvent revenir. Et moi, j'ai pu utiliser ça en fait, parce qu'il y avait ce truc-là. D'accord. Il y a une question là-bas. C'est pas une question, c'est féliciter son parcours. Je suis agréablement surpris de rebondissement, de la reconstruction, quand tu as eu du bled avec ta mère. Elle était toute seule, avec ses enfants, je me retrouve, parce que j'ai perdu mon père très tôt, et je me suis reconstruit avec ma mère, avec 5 enfants, et franchement, t'as une force mentale qui est au-dessus de la norme. Parce que t'as su te battre pour, on va dire, soulager la conscience de ta maman à travers l'épreuve qu'elle a vécue avec les enfants, et en même temps doubler d'efforts et de revenir du bled et finir journaliste à Libération et sortir un ouvrage. Franchement, c'est chapeau. Et un conseil, je ne vais pas raconter ma vie, mais moi je suis comédien. Franchement, je te conseille d'écrire ton histoire et de la proposer dans les prods. Vraiment, vraiment, c'est bravo. Il y a une autre question pour Bala, sinon on revient à Boléwa. Non. Alors, tu as parlé de ton vécu avec la danse et les femmes. Vers ses 18 ans à Paris, et elle a rencontré mon père dans un cours de danse. Un Congolais qui avait pignon sur rue. Il y avait peu de danseurs et peu de profs de danse congolais dans les années 80. Très jolie femme, donc mon père tombe sous le charme, ils ont un enfant, moi, et sauf que ma mère n'était pas très stable parce qu'elle avait quitté sa famille, elle avait quitté sa Rochelle natale, elle n'avait pas de famille ici à Paris, de France, et finalement à l'âge de... Ils se séparent très rapidement, hein. Ma naissance a duré vraiment juste le temps de leur rencontre. À l'âge de 1 an, donc mon père ne veut pas que je grandisse comme un petit Français, un petit blanc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il me prend et il m'emmène au Congo, à Kinshasa, chez mes grands-parents, évidemment sans que ma mère le sache. Donc c'est ce qu'on appelle un kidnapping. Pour moi, t'es clair. Kidnapping, voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour lui, c'est pas un kidnapping. Tu dis ça, tu l'as su. Il était dans son bon droit, tu vois. C'est lui le père, moi je suis son fils. Point. Tu vois. Et c'est pas que moi qui se tais, c'est tout le monde se tait. Et donc du coup, il me laisse là-bas à Kinshasa avec mes grands-parents, et lui il revient. Lui, faut savoir que lui c'était un fils de diplomate et qui s'est rebellé contre le dictateur de l'époque, Mobutu. Et sauf que du coup, quand il habitait en France, il était à la Sorbonne, il était là, il y avait peu de noirs, vous imaginez. Si là c'est le seul journaliste à Libération, imaginez mon père à la Sorbonne dans les années 70. C'est... ça me fait mal à la tête. Et donc lui, forcément, il y a quelques biais, forcément. Il tombe amoureuse que de femmes blanches, parce qu'il n'y a que ça. Et que surtout, elles sont là aussi en mode, elles l'exotisent. Donc elles sont là en mode le noir tout puissant, viril, qui fait de la danse, tout ça quoi. Et donc lui, c'est le tombeur de ces dames, il y en a à foison, donc forcément quand il... lui, il a dit que le métrage de... lui, il a tout. Et donc du coup, mais sauf qu'à ce moment-là, bim bam boum, le dictateur le déchoit et envoie toute la famille. Il passe du 16e arrondissement dans les années 70, même ma dernière tante est née dans le 16e, à Matete, qui est un des pires quartiers de Kinshasa à l'époque. Donc là, c'est le déclassement total.
Mais lui, il n'accepte pas, ça vrille dans sa tête. C'est l'aîné de 9 enfants, ça vrille complètement. Il roulait en limousine ici à Paris, il se retrouve à ne même pas avoir de quoi manger à Kinshasa, quoi. Et donc c'est un choc pour lui, donc il décide de revenir à Paris, et il revient évidemment comme immigré, clandestin, en passant par les frontières. Aujourd'hui, il passerait par Lampedusa. Donc là, il donne des cours de danse, et forcément, dans ces cours de danse, il n'y a que des femmes blanches qui sont toutes folles amoureuses de lui, et lui, il en profite parce que c'est gratuit, quoi, c'est ouvert. C'est pas cher. Ah ouais. Et du coup, lui, quand il me dépose au Congo, il faut savoir qu'il avait déjà une femme qu'il a pas calculé avec une fille, qu'il n'a pas calculé non plus, parce que c'est une fille. Et par contre, moi, en tant que garçon, là, il faut que j'ai l'éducation vraiment du pays avec les grands-parents. Sauf qu'à l'âge de... En 91, ça commence à péter. Il y a Mobutu qui va commencer à se faire tancer sévèrement, donc les gens vont commencer à l'attaquer. Et donc, ça pète dans Kinshasa. Plusieurs fois, on est obligé la nuit de sortir, de courir un peu partout, que des gens meurent, des gens de la famille, des gens très proches. Et là, il commence à prendre peur, donc il revient à Kin pour me ramener à Paris. Quand il arrive, évidemment, il y a tout le monde qui fait la fête, parce que quand vous partez en Occident, vous avez réussi, quoi. Donc là, il y a tous les gars du quartier qui sont là, qui m'appellent, qui viennent me chercher. En plus, il faut savoir que moi, vu qu'à l'époque j'étais beaucoup plus clair, avec le temps je me suis foncé, je suis très content, franchement. Il fallait trouver un point, quoi. Il fallait vraiment se poser, quoi. Parce que là-bas, en fait, on m'appelait soit Maradona, parce que j'avais les cheveux très bouclés, et on est en 90, 89. J'étais petit, je jouais beaucoup. C'est le plus grand joueur de l'époque. Je joue super bien au foot avec les grands en plus. Donc du coup, je suis soit Maradona, soit on m'appelle Vunzi. Et Vunzi, ça veut dire l'Indien. Et donc parce que vu que j'avais une couleur plutôt claire, et donc plutôt d'Indien. Et donc il fallait faire son trou en fait là-bas, vu que vous êtes dans le pire des quartiers, avec les mecs avec ce qu'on appelle les chégués, donc c'est les gamins des rues. Et je fais mon trou comme je peux. Je vais pas à l'école parce qu'une fois je vais à l'école, on m'a envoyé des affaires scolaires d'Afrique du Sud. J'ai un oncle qui est en Afrique du Sud, et c'est tout neuf. Et donc quand j'arrive à l'école, vu que moi je suis cramé, hein, je suis un blanc là-bas, du coup on va en récré, tout le monde me vole mes affaires. Quand je rentre, j'ai plus rien. Donc je vais voir le prof, je lui dis mais monsieur, on m'a volé mes affaires. Et là je vois qu'il y a ma règle qui est sur sa table. Donc là, je lui dis mais monsieur, c'est ma règle. Donc pour lui, je l'ai traité de voleur. Donc là, il me chicote. Parce que là-bas, on a le droit de chicoter. Donc on met ses doigts comme ça, et là on vous tape comme à l'ère coloniale en fait. Il faut savoir qu'ils ont... En fait, la chicote, ça n'existait pas chez nous. C'est qu'en fait, ils ont hérité de ce procédé. Nous, on se faisait couper les mains quand on ramenait pas assez de caoutchouc. Et donc ils ont hérité de cette violence, donc forcément ils la reproduisent. Bref, je sors de l'école, j'ai dit à ma grand-mère, plus jamais. Elle me dit c'est pas grave, de toute façon tu fais toujours ce que tu veux, vis ta vie. Donc moi, je sors, je rentre le soir, j'ai entre 1 an et 6 ans. Donc vous imaginez. Après, donc à 6 ans, je reviens à Paris, comme mes deux compères, je parle pas le français. Ma première langue c'est le lingala. Et je suis tranquille avec ça, sauf que mon père il est pas tranquille, lui il veut qu'absolument je m'intègre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dès que je parle en lingala, il me tabasse. Il me met une claque à chaque fois que je parle. Donc là, c'est né un nouveau traumatisme. Et lui qui a voulu que je sois congolais, maintenant il veut qu'absolument je sois français. Donc renversement de situation en 10 secondes. Donc mentalement, moi je comprends pas, donc j'apprends le français très rapidement. J'ai 6 ans, on me met au CP.
Sauf que j'arrive, je suis dans le 15e arrondissement. Il n'y a que des blancs dans ma classe. Il y a une seule Renoir, c'est la fille d'un grand chanteur, Taboulé Rochereau, qui est aussi le père de Youssoufa. Il est connu maintenant, et de plein d'autres. On les a toujours pas recensés jusqu'aujourd'hui. 68 et encore. Est-ce qu'on a reconnu? On sait pas encore. 70 et 120 à ce qui paraît. C'est vrai. Ah, c'est bizarre. Et donc lui, C'est des estimations. pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, du coup, moi, mon père, à l'époque, il traîne avec toutes les grandes stars congolaises de l'époque. Donc, Taboulé Rochereau, surtout Kofi Olomide, et le quartier latin. Et donc lui, il est producteur pour ces gens-là. En gros, lui, il connaît le pays, il sait où les mettre. Et puis à l'époque, il travaille chez RFI, donc elle peut les mettre bien. RFI, tous les Congolais écoutent ça. Donc, il a pignon sur rue. Moi, je danse sur des clips, je danse sur des scènes. Donc je suis au max, on part le week-end ou des fois en semaine. Il n'y a pas de... C'est un père congolais. Et donc, sauf qu'à chaque fois qu'il s'embrouille avec ses copines, et ben, vu qu'il n'a pas de lieu de vie, et ben, on change de lieu de vie. Donc on est dans le 15e, puis l'année d'après, on passe à Saint-Denis avec une nouvelle copine. Puis après, l'année d'après, on va dans le 5e avec une autre copine. Ensuite, on retourne à Saint-Denis avec une autre copine. Et là, on revient dans le 5e avec la copine d'avant. Donc chaque année, ils s'embrouillent. Donc chaque année, c'est le changement comme ça. C'est chaud. Et évidemment, vous imaginez bien hein, que les cours, ça ne suit pas. À Saint-Denis, c'est le kiff parce que y a des Renois, il y a des Rebeux, il y a des Indiens, on se retrouve. Mais quand vous êtes dans le 5e, là, il y a un autre Renoir, il ne veut pas vous calculer. Vous êtes seul, quoi. Vous êtes seul et en plus, vous avez un niveau scolaire qui est en dessous de la moyenne parce que dans le 5e, il faut savoir que les mecs, ils veulent tous aller à Louis-le-Grand ou Henri IV, que vous savez même pas ce que ça veut dire en fait. Mais eux, ils le savent depuis la maternelle. Ils savent que en fait, c'est les 2 meilleurs lycées de France et que, ils vont aller là-bas en fait. Et c'est là-bas où se passe leur vie. Alors que vous, vous essayez juste de vous dépatouiller, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et bref. Sauf qu'à ce même moment-là, je retrouve ma mère, j'ai 11 ans. Je retrouve ma mère. Et en fait, ma mère, elle était tombée amoureuse d'un autre Renoir qui était antillais et qui, du coup, en fait, l'a entraîné dans beaucoup de... Ma mère était modèle photo, mannequin et tout ça, et puis donc du coup, elle n'avait pas de vie stable, et en fait, il l'a entraîné dans la drogue, le crack et tout ça. Et il s'avère que en fait, du coup, pour payer ça, il faut de l'argent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils volent, ils vont se faire attraper. Avant de se faire attraper, ils partent en Martinique, se réfugier là-bas chez lui. Et elle est enceinte d'un fils. Et donc elle va être en Martinique. Elle va vivre là-bas. Lui, il se barre. Il la laisse avec cet enfant. Elle se barre. Elle laisse l'enfant. Parce qu'elle est droguée, parce qu'elle est pas bien dans sa tête. Le fait d'avoir... ma mère, on a 20 ans d'écart. Donc quand moi elle m'a eu, elle avait 20 ans. C'était une gamine. Elle connaissait véritablement rien de la vie. En fait, la séparation avec moi, ça a été pour elle le coup de tonnerre. En fait, elle avait déjà une vie difficile, mais la séparation avec son premier enfant, c'était la fin en fait. Et après, tout ce qui est arrivé, elle a fait que des mauvais choix. Quand vous êtes dans une spirale négative, vous passez votre temps en fait à faire de mauvais choix en mauvais choix, vous rencontrez les mauvaises personnes, vous connaissez, hein, quand on est dans une spirale positive, bizarrement on se demande pourquoi on s'entoure que de gens qui sont up. Et quand on est dans des spirales négatives, on se retrouve qu'avec les mêmes. Et donc du coup, elle,
elle laisse le petit, elle continue sa vie. Le petit, heureusement, il est récupéré par sa belle-sœur qui va l'élever, qui va en faire son fils. Et aujourd'hui, c'est un mec archi bien. Le seul hic, c'est que sa première année de sa vie, il a dû se faire désintoxiquer. Parce qu'elle était évidemment sous crack. Et donc moi je la retrouve à 11 ans, évidemment elle a eu en fait 3 autres enfants, donc moi je suis le premier de 4. Elle a eu 3 autres enfants avec d'autres Renois, elle est en Martinique en même temps, c'est avec des blancs, c'est un souci. Là, du coup, ces enfants-là, mais sauf que ces enfants-là vont être placés à la DAS parce qu'à chaque fois, elle les abandonne. Elle a un problème, elle kiffe être enceinte, mais elle n'arrive pas à gérer l'après. Et du coup, moi, je la retrouve avec toute cette histoire et son fils, et son dernier fils, qui est lui adopté, alors là, par un blanc antillais, qui est à moitié renois par sa mère et à moitié toulousain par son père, mais il est tout blanc. Et vu qu'il est fier de ses origines, de l'esclavagisme, fier dans le sens où il veut revendiquer la lutte qu'il y a pu avoir, eh ben, il est plus antillais que les Antillais. Et lui, il adopte en fait ce petit dernier, son histoire la frappe. Et donc moi je vais vivre avec eux pendant 1 an, sauf que c'est l'horreur parce qu'en fait on se connaît pas et en fait ma mère elle a une haine monumentale vis-à-vis de mon père. Et vu que moi je suis un putain de Congolais, Tu ressens quand elle me regarde, elle a la haine, elle a une haine, et du coup elle me traite moins bien que mon petit frère qui a 4 ans. Et moi à l'époque j'en ai 12. Et donc elle me traite comme lui et même moins bien. Et donc là, ça c'est trop dur. En plus, moi je suis fier d'être congolais, je suis fier d'être africain. Donc quand je suis là-bas, eux, ils étaient pas contents. J'arrive en classe d'histoire, on parle d'esclavagisme, et là je comprends que, en fait s'ils sont noirs, c'est parce que on les a pris en bateau, et on leur a fait faire une croisière qui s'amuse pas trop. Et quand ils arrivent là-bas, et du coup quand je comprends ça, je fais mais madame, donc vous êtes africain comme moi. Et non. Et là, les gens ils se déplacent comme ça. Tout le monde se déplace de la pièce, ils me laissent tout seul, mais vraiment tout seul, et tout le monde m'insulte. Tout le monde va m'insulter, tout le monde va m'insulter. Parce que, en fait, pour eux, je suis la pire des sales races. Je suis africain et en plus, je suis métropolitain. Parce que, par mon accent, ils sentent très bien que je viens de Paris. Et donc, je suis d'un côté le noir qui les a vendus, parce que mon père est resté, sa descendance est restée en Afrique. Et de l'autre côté, je suis le blanc qui les a emmenés là-bas. Et donc là, moi, je suis vraiment... On ne peut pas faire pire, en fait. Vous voyez, il y a le blanc, et puis il y a... Et là, à ce moment-là, va commencer une chasse à l'homme. C'est que dès que je... Donc déjà, la prof, elle me sort de cours, même elle, ils disent non, on est des Martiniquais de la Martinique. En gros, Dieu les a mis là, et point barre. Depuis, ils ont fait leur histoire. Et en fait, à ce moment-là, donc quand ils me sortent et qu'elle me mettent dehors, je pète un plomb. Et à la fin de la journée, en fait, il y a des mecs qui m'attendent devant et avec des machettes, ils veulent me cogner. Et moi, j'habite dans une cité en face de l'école. Et donc je regarde comme ça, je prends mon élan, 1, 2, et là je traverse la cité, Speedy Gonzalez, je tourne dans tous les sens et je monte chez moi. Et je fais ça pendant 3 mois. 3 mois à courir. Et donc là, évidemment, avec une daronne où ça va pas, l'école ou truc, machin, en plus
là, je dis non, je vais retourner à Paris, hein, parce que c'est bon. Au moins, le daron, au moins, c'est relou, mais au moins, je suis avec ces femmes blanches, elles sont cool, elles ne prennent pas la tête, elles sont gentilles avec moi, et puis ça me rappelle ma mère, vu qu'elles sont blanches, donc c'est très bien. Et donc, je rentre à Paris, et puis je reste dans le 5e. Pour la première fois, je reste un peu plus longtemps, je reste dans le 5e arrondissement. 13 ans. 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mon père, il part à 15 ans. Il s'embrouille encore avec elle. Et là, mais sauf qu'il avait une petite fille. Il a fait une fille avec. Donc mon père a 3 enfants, 3 femmes différentes. Et il fait une petite fille avec elle. Et là, quand il va pour partir, il me dit, Boléwa, on y va. Et moi, je le regarde, genre droupi, en mode Calimero, vas-y, s'il te plaît. Tu sais, je lui dis non. Et c'était la première fois que je m'opposais à mon père, parce que dans la culture congolaise, c'est salut. Je sais pas les autres, je préfère pas. L'Afrique n'étant pas un pays, je vous laisse voir si ça correspond à votre pays, mais chez nous, en tout cas, tu te tais et t'avances. Et donc, du coup, moi, j'ai rien dit pendant toutes ces années. Et là, c'est le moment où je dis non, je veux rester avec ma petite sœur. Parce que je m'attache à cette gamine où on a 12 ans d'écart. Parce que oui, je suis aussi parti en Martinique parce qu'elle allait naître et qu'il y avait cette belle-mère avec qui on commençait à trouver un point d'entente. Et je me dis, attends, ma grande sœur, elle a une mère. Ma petite sœur, elle a une mère. Moi, qu'est-ce que je fais là? Je viens de retrouver ma mère. Moi aussi, je veux connaître ma mère. Donc, forcément, je l'ai laissée. Quand je reviens, je m'attache à elle et c'est ma pote en fait. Elle a 12 ans d'écart, mais c'est ma pote. Je lui parle comme si je parlais à mes copines en mode ouais, viens, on va faire. Et donc, du coup, je lui dis non. Et la belle-mère nous dit Nono, laisse-le. Là, il me regarde, il me dit t'es sûr? Je dis ouais. Il la regarde elle et il se bat. Ça veut dire en gros, il est à ta charge, t'as voulu. Et voilà, donc il part, et moi je reste avec elle, sauf que elle, évidemment, elle a été aussi traumatisée par mon père, parce que même s'il était là pendant ces années, en fait, il avait là les femmes à côté, et elle, à un moment donné, c'est elle qui a fait le choix d'avoir un enfant avec lui, parce qu'elle trouvait que c'était pas le pire, et que en fait, elle arrivait à un certain âge où elle allait presque plus pouvoir, elle avait peur de la ménopause, donc bref, elle s'est dit, c'est pas le pire, au moins, je sais que lui, il va me le laisser, ce sera tranquille. C'est ce qu'il a fait. Il a laissé 2 même. Et donc, du coup, à 18 ans, de 15 à 18, on s'embrouille tout le temps. Parce qu'évidemment, j'ai eu que mon brevet, mais je rate mon bac. J'ai redoublé je sais pas combien de fois. Ah oui, parce que le 5e, vous êtes le seul noir. Le prof, il vous dit, ouais, vous allez finir éboueur comme tous vos frères. Non, elle me l'a dit mieux, elle m'a dit vous allez finir comme tous vos frères habillés en vert à la ville de Paris. C'est poétique. Maintenant j'en ai 33. Voilà, c'est-à-dire il y a combien de temps? Il y a peut-être 20 ans. Il y a 20 ans. Ouais. Voilà. Et donc elle me dit ça, et là je comprends que ça veut dire éboueur. Et là, je pète un plomb, je lui dis je comprends pourquoi votre mari s'est suicidé. J'ai 14 ans. Je viens de m'attêter, hein, frère. Non, mais c'était. Aujourd'hui, j'en suis pas vraiment fier, hein, parce que. Aujourd'hui, je le dirais pas, mais à l'époque, j'avais pas de moyens, en fait, parce que mon père, il connaît même pas mes profs, personne ne connaît ma famille. Moi, les nombres de fois où j'ai pas payé la cantine, où j'étais en train de mytho en mode ouais, ils vont payer, tout ça fait que, en fait, moi je suis tout seul, j'ai pas de filet, j'ai rien. Donc je suis face à eux, en plus des gens qui sont là, en plus t'as les profs qui te rentrent dedans. Donc forcément j'ai lâché ça parce que c'était la seule carte que j'avais pour elle m'a blessé, je te blesse. Sauf que moi j'ai 14 ans, je suis un gamin et elle c'est une daronne, elle a fait sa vie. Mais bon, c'est vrai que 6 mois avant, elle est rentrée chez elle et son mari était en train de... il s'était pendu chez elle. Mais voilà. Donc moi, j'ai pas mon bac, donc qu'est-ce que je fais? Heureusement, la belle-mère, elle m'avait payé mon BAFA. Et de mes 17 ans, et elle était directrice d'une PMI, donc
protection maternelle et infantile d'une ville dans le 92. Et Châtillon. Et à 17 ans, je vais faire mes stages et tout mon BAFA là-bas, parce que ça ne m'intéressait pas d'être dans le 5e, il n'y a que les blancs, et ils sont trop cool. Moi, il fallait que je sois au quartier, donc je vais à Châtillon, là-bas, dans une petite école maternelle au milieu de la cité. Et là, je demande au petit, ouais, tu veux faire quoi plus tard? Le petit, il me dit, ouais, comme mon père, regarde, c'est celui qui passe comme ça en wheeling avant, là. Ah, je dis, ok, je suis tombé au bon endroit. Et donc, je vais faire. Et là, vraiment, je sens que je veux être animateur. Parce que je veux pas que le petit, il fasse comme son père, qui a 17 ans, qui est en train de passer dans la cité en roue avant, comme ça. Et donc, je deviens animateur. Et 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. 21 ans, ça me fait pas kiffer les directeurs de centres de loisirs, là. Ils comprennent rien à nos vies. Et en plus. En gros, ils font faire que du coloriage ou des trucs vraiment nuls. Et moi, je veux qu'il y ait une dimension pédagogique. Donc, je deviens directeur de centre de loisirs. Je passe mon BFD. Et je deviens un des plus jeunes directeurs là-bas, à Châtillon. Au bout d'un moment, je commence à connaître les gens. Et puis, on part à 23 ans, on part en colo. Et en fait... en colo, je passe ma vie à aller à l'hôpital parce que les petits se castagnent tout le temps. Et on n'a pas de ressources en fait. On a trop peu de moyens. Il y a un petit coma et tout. Ça commence à me faire flipper parce qu'on n'a pas d'argent. Mais par contre, on part avec là les gamins. On gère des vies, mais on a zéro moyen. On n'est pas reconnu et on nous prend juste pour la garderie, quoi. Et donc là, je décide d'arrêter, de revenir à mon premier vrai métier qui est danseur, parce que pendant tout le long, je ne l'ai pas dit, mais je danse. Et je donne des cours de danse et où j'ai mes spectacles avec mes potes et tout. Et puis, un pote m'emmène dans le milieu politique et je rentre en politique. Je deviens membre du mouvement des jeunes socialistes. Un peu par hasard, comme ça, sans trop savoir qu'est-ce que j'allais y faire. Il m'emmène en vacances une fois, je kiffe, en Hongrie. 2000 jeunes socialistes, la fiesta, moi je connais pas, hein, ça vient du monde entier. Quand tu vois les jeunes socialistes du monde entier et ceux qu'on a ici, franchement tu te dis, c'est passé quelque chose, il y a eu un raté dans le système. Eux ils sont cool, ils font des trucs vraiment bien, et les autres, nous on a des gens qui sont genre en costard, ils ont inventé toute la pensée, quoi. Et donc du coup, je rentre là-dedans, mais je rentre aussi parce qu'il y a Sarko qui me rend ouf avec ses histoires d'identité nationale. Et moi, ça m'oblige à me poser la question de qui suis-je en fait? Qu'est-ce que je suis? Parce que pendant tout ce temps-là, j'ai mis de côté en fait tout ça. J'ai essayé de me dépatouiller, de gagner ma croûte, d'essayer de m'en sortir avec cette histoire de daron, de daronne, de frère, de sœur, de machin. Mais du coup, j'ai pas pensé à mon identité et pourquoi j'avais des galères. Et donc, bref, je rentre en politique pour ça et pour le dégager lui. Je monte un collectif qui s'appelle Cité en Mouvement avec pour ambition de former des mecs de TIEX à la politique avec un grand P pour faire une sorte de réseau, un syndicat de jeunes de quartier qui justement sortiraient de juste des partis et ils seraient au-dessus et viendraient soit des partis ou des assos de partout. Ça fonctionne plutôt bien, on prend en charge la question du contrôle aux faciès, on défend ça. Il y en a qui deviennent porte-parole du collectif Stop le contrôle aux faciès. On pousse là-dessus. À l'époque, personne ne connaissait, à part les anciens qui avaient milité, mais le grand public ne connaissait pas le contrôle aux faciès. Moi, j'avais des potes, Babtou, qui avaient été avec moi, qui n'avaient jamais été contrôlés, alors que moi, j'avais été contrôlé je ne sais pas combien de fois. Donc eux-mêmes, ils ne savaient pas que ça existait, alors qu'ils étaient à côté de moi. Et du coup, nous, tout notre combat, c'était de faire que cette question-là soit connue de tous. Et aujourd'hui, dans toute la France, si vous dites contrôle aux faciès, les gens ils disent oui, je connais. Parce que, justement, nous, notre travail, c'était pas de faire que la loi passe, parce qu'on savait très bien comment c'est. On savait très bien qu'ils allaient noyer le truc.
Mais ce qui était important, c'est que ça soit dans les propositions du candidat, en l'occurrence Hollande. On s'en fichait du candidat. Ce qui était important, c'est ça dans les propositions, parce qu'une fois que c'est dans les propositions, ben, ça devient national. Ça devient un problème national. Et là, tout le monde connaît maintenant le contrôle au faciès. Nous, quand on allait en maraude, on allait voir des petits, on leur disait « Ouais, vous savez que c'est illégal de vous faire contrôler ». Comment ça? On a tous intégré que se faire contrôler, c'était normal. Et que dès que la police elle arrivait, on préparait nos cartes d'identité, ou on allait lever les mains comme si on avait fait quelque chose. Et de l'autre côté, on entendait même des voix genre « Ah, c'est bien fait pour eux, au moins ça va les calmer », alors qu'on n'avait rien fait. Mais du coup, toute cette soumission à la police et à l'État, ça, c'était pas possible. Et quand on a vraiment on a défendu ça, avec il y a eu des hauts et des bas. Moi, une fois que ça s'est terminé, j'en pouvais plus. Je vomissais la politique. Parce que les mecs de quartier, vu que j'étais au MJS, eh ben, ils me tiraient dessus. Parce que pour eux, j'étais un vendu. Soit parce que les mecs du MJS et du PS, pour eux, je faisais pas partie de leur crew. Parce que j'étais tout le temps en train de parler des questions des Noirs, des Arabes, des minorités, blablabla. Et donc, j'étais jamais à la bonne place. Un peu comme toujours mon identité. Donc là, et puis j'en avais marre de parler que des Noirs. À un moment donné, parler d'autre chose. Je fais de la danse, j'ai d'autres kiffs dans la vie que de parler de la question des droits civiques. Et donc j'ai décidé de partir en Afrique, retrouver ma grand-mère, et là, faire un road trip entre Kinshasa et Dakar. Parce que j'entendais beaucoup de mes potes du 5e me dire « Ouais, je pars faire un road trip, nanana. » Ou ça, en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, en Amérique latine, ou en Europe de l'Est, ou Europe du Nord. J'entendais personne me dire qu'ils allaient faire un road trip en Afrique. Et comme je dis souvent, pour une fois qu'être Renoir, c'était une chance, j'ai pris cette chance et je suis parti d'abord retrouver ma grand-mère. Je voulais rester 6 mois, je suis resté 2 semaines. Parce que là-bas encore, j'étais pas congolais, j'étais un petit blanc. Je n'étais même pas français, j'étais un blanc. Donc là, j'ai dit, vas-y, c'est trop. Et du coup, j'ai décidé de passer par les frontières. Donc je suis passé, j'ai fait du coup Kinshasa, donc je suis remonté, je suis allé en Centrafrique. Après, je suis allé au Cameroun. Après, je suis allé au Nigeria. Après, j'ai fait le Bénin, le Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal. Et ça en 2 mois et demi. Mais parce qu'on a la chance, nous, d'être français, au final, c'est là où on se rend compte qu'on a la chance d'être français, parce qu'on connaît un Centrafricain, un Malien, un Galsen, même un Nigérian. En fait, il y a toute l'Afrique ici. Du coup, moi, je dormais à chaque fois dans des endroits où les gens, où mes frères, je les appelais. Ah, William, je suis chez toi à Douala, qu'est-ce que je fais? Attends, bouge pas. Tiens, voici le numéro de mon père, il est en ce moment à l'hôtel, machin, et hop, j'allais chez le daron. Tiens, machin, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai dormi comme ça. Il n'y a que les moments de voyage où j'étais à l'aveugle complètement. Et donc j'ai fait ça dans des cars, dans des bateaux, des machins, des motos. Avec mon sac à dos, j'étais trop fier de ressembler à vous savez, Robinson Crusoe là, avec le sac à dos quechua là. J'ai toujours rêvé d'avoir le sac quechua. Moi aussi je peux l'avoir. Et pas la mallette bleue ou le truc multicolore que vous balancez, que vous ne pouvez même pas porter. Non, le sac quechua, on arrive, on avance, mais du coup vous êtes cramé à 100 000 lieues, mais bref, c'était kiffant. Et du coup j'ai fait ça pendant 2 mois et demi, et puis après je suis rentré en France, et là en France, j'ai décidé de reprendre des études. Parce qu'en fait, j'avais arrêté l'école après avoir raté par 2 fois mon baccalauréat en STI électrotechnique, où on m'avait envoyé parce que je n'étais pas assez bête pour faire un BEP, mais je n'étais pas assez intelligent pour faire un général. Donc on m'avait envoyé en STI électrotechnique, et j'ai raté par 2 fois le bac face à la machine asynchrone triphasée. C'est un bête noir. Ouais, 2 fois. Je suis tombé 2 fois sur le même truc, coef 8. J'ai regardé le truc, j'ai dit non, c'est pas possible. Et au final, du coup, j'ai repris donc des études. J'ai fait une validation d'acquis d'expérience, parce que du coup, avec les expériences que j'avais acquis
en politique, dans les assos, en étant président d'assos, fondateur d'assos, tous les mouvements anti-cité en mouvement qu'on avait fait. J'avais été aussi SDF et du coup j'avais milité chez les Jeudis Noirs, qui était un mouvement qui squattait des bâtiments qui sont laissés vacants. Et du coup, toutes ces expériences, je les ai fait valoir dans une validation d'acquis d'expérience qui m'ont permis ensuite de faire un master en sciences politiques. Et donc je suis rentré en licence 3 M1, licence 3 et M1 sur ma première année, parce que je voulais pas tout refaire. Et j'ai fait une M2 derrière, j'ai eu mon master en sciences politiques. Et là, quand on m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire, j'ai dit je veux danser. Et quelques mois après, je rencontrais le docteur Denis Mukwege. J'ai voulu juste avoir un master, juste pour casser en fait le mécanisme que je voulais avoir comment dirais-je, mécanisme le complexe d'infériorité en fait que j'avais, que je me trouvais bête comme on me l'avait dit en fait. Au fond, je le pensais vraiment. Je pensais vraiment que j'étais plus bête que la plupart de mes potes. Et du coup, ce complexe d'infériorité, il se transformait en complexe de supériorité. Il fallait que je bombe le torse et il fallait que j'en fasse plus parce que justement, je me sentais très bête. Et ça, en fait, c'est un mauvais système parce que du coup, vous cassez la gueule parce que tout le monde dit mais il se la raconte. Et en fait, non, c'est que en fait, tu te sens tellement bête que du coup, tu es obligé de te la raconter. Et il n'y a pas de juste milieu, tu es dans un extrême à chaque fois. Et ça, c'est autodestructeur. Et donc, ce diplôme, ça me permettait justement de casser ça. Alors, même si je l'ai toujours, parce qu'une fois que c'est ancré, c'est difficile de le sortir. Mais au moins, avec ce diplôme, je pouvais dire voilà, j'ai un master en sciences politiques de la Sorbonne. Ah oui, parce qu'ils ont voulu m'envoyer à Saint-Denis aussi. Et je leur ai dit vas-y, frère, je vais faire quoi à Saint-Denis? Je les connais tous déjà. Laisse-moi. Là, chez vous, là, je veux savoir comment on en est arrivé là. Je voulais vraiment l'académique pur, savoir comment ils en étaient arrivés à ce système politique dans lequel on est. Et donc, du coup, je voulais être là-dedans. Bon, on était 400, il y avait un Renoir, on était 2 Renois. Il y a encore un Renoir, il ne voulait pas me parler parce qu'on était Renois. Et ça, il y a un moment, il faudra qu'on s'en parle. Il y a un jour, il va falloir qu'on se parle. Parce que dès qu'on se retrouve en minorité, on ne veut pas se parler. Il y en a beaucoup. Pour pas faire communautaire. Pour pas faire communautaire, en fait. Mais sur les 399, eux, ils sont pas communautaires. Hein, vous voyez, eux, ils sont normaux, ils sont universalistes. Et donc, du coup, j'ai eu ce diplôme en sciences politiques. Et puis, on a relancé l'OPA. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, je suis là devant vous. Il y a des questions ou pas? Allez-y, un peu. Bonjour. Je vous remercie pour votre témoignage. S'il vous plaît, moi j'ai des questions. Je vous remercie pour votre témoignage, pour votre beau témoignage. Ça m'a un peu parlé parce que je n'ai pas du tout un parcours de danseur, je n'ai pas le physique pour. Mais j'ai pas la souplesse. Mais j'aurais des questions par rapport à l'identité, parce que moi aussi c'est quelque chose qui m'interpelle. Moi, ma mère est bretonne, mon père est marocain, donc j'ai été élevé dans une culture avec 2 religions différentes, avec 2 visions du monde différentes, et c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on vient de 2 univers totalement différents parce qu'on ne sait pas trop où se positionner. En Bretagne, vous êtes vu comme le seul arabe du coin, au Maroc, vous êtes vu comme le français entre guillemets, mais je me dis que c'est un enrichissement. Et moi, j'ai essayé de me construire, même si je l'ai fait à un moment donné, mais en essayant de ne pas trop racialiser la question. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ne pas voir l'autre d'abord parce qu'il est arabe, parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc, mais d'abord voir ce qu'il a au fond de lui, quelle est son identité véritable, peu importe sa religion, peu importe son orientation sexuelle, peu importe son origine ethnique. Et moi, ma question, c'était par rapport à votre identité. Comment vous la voyez? Est-ce que vous la voyez comme multiple? Parce que plusieurs fois dans votre discours sont venues les notions de les noirs, les blancs. Est-ce que ça signifie qu'il y aurait une opposition entre les blancs d'un côté et les noirs de l'autre, ou pas du tout? De son genre. Mais il y a des constructions. Ces constructions, quand moi je parle de noir et de blanc, c'est une construction sociale en fait. Moi quand j'arrive,
quand je viens parler à quelqu'un, la première chose qu'il va me demander, c'est d'où je viens. Et si je lui dis de La Rochelle, il va me dire non mais vraiment, tu viens d'où? Et là, si je lui dis encore de Paris, il va me dire tu te fous de ma gueule. Tu vois? Et donc, à un moment donné, l'altérité, c'est pas moi qui la pose. Elle m'est imposée. Et donc à partir du moment où elle m'est imposée, il faut que je le prenne en compte. C'est une véritable notion. Et c'est une véritable notion. La race sociale, elle est véritablement, elle nous forge dans notre trajectoire. Après, peut-être je peux pas me fondre entre guillemets dans la masse. Je resterai toujours un noir de France, même si ma mère est rochelaise. Et donc du coup, j'aurai toujours cette. À un moment donné, je me le suis posé. J'ai dit, ok, je suis français et congolais. Je suis fier des deux. J'ai pas de problème avec ça. Je suis les deux pleinement, même pas moitié-moitié, 100%. Tu vois. Donc ça, avec aucun problème. Mais par contre, mon identité, à côté de ça, c'est d'être un noir de France. Un noir de France, donc, qui est français et congolais. Donc c'est toute cette complexité qui est nécessaire de véritablement de regarder en face en fait. Parce que on peut pas faire comme si ça n'existait pas, parce que l'histoire des Noirs en France, c'est un long chemin qui nous impacte avant notre naissance, et qu'on doit prendre en compte quand les autres viennent nous voir. Moi, j'ai grandi beaucoup dans des milieux dans le 5e où il y avait que des blancs. À chaque fois, j'ai passé des moments où il y avait soit que des noirs, soit que des blancs. Et donc, du coup, je peux te jurer que dans les deux cas, comme je t'ai dit, au Congo, j'étais un blanc. J'étais même pas un noir de France, hein. J'étais un blanc. Et dans le 5e, j'étais un noir. Donc, en fait, cette question de l'identité, elle est là. Et faire sans, c'est nier en fait toute cette histoire, et c'est nier que l'autre nous regarde avec ça. Après, l'importance, c'est comment on la dépasse. C'est pas tant de la nier, c'est de la dépasser. Mais il faut d'abord la reconnaître pour pouvoir la dépasser. Oui, parce que le risque, c'est peut-être de tomber dans une... Enfin, je pense notamment au sociologue Gaston Kellman qui avait écrit « Je suis noir, mais je n'aime pas le manioc ». Le risque, c'est peut-être de tomber dans une forme de racialisation des rapports humains, et on tomberait dans le communautarisme. Mais en fait, la racialisation, elle est déjà posée. Oui, mais on doit se battre contre des... Alors, en fait, vous pouvez vous battre contre. Moi, j'essaye de la transcender. C'est-à-dire que j'essaye pas de me battre Ou la transcender. J'essaye surtout de la transcender, c'est-à-dire que j'essaye de parler de mon point de vue, c'est pour ça la rage de vivre, en tant que noir, avec tout ce que ça incombe d'être noir. Il y a une construction sociale, il faut le prendre en compte, et donc du coup, mais comment ensuite les gens, de par ce que je fais, vont attraper cette histoire et vont s'identifier ou pas à mes combats, à mes actions, et donc c'est à ce moment-là qu'on va transcender. Mais si je fais comme si ça n'existait pas, ben je fais comme Gaston Kellman, et sauf qu'un jour, il y aura quand même un Gugus qui va venir me voir et qui va me dire « Tu viens d'où ?» Et là, ben, il me renverra toujours cette question de la race. Et donc, tu vois, c'est là où c'est la complexité. Il faut poser le truc, il faut dire « Ouais, je suis noir, point ». Après, on peut discuter. C'est pas ce qui fait votre identité. Elle le fait. Elle le fait, mais ce n'est pas que ça. Elle est multiple. Ah non, mais elle est complètement multiple. Mais en fonction de. Mais sauf que c'est le premier truc. Malheureusement, on est dans une société où le physique et la chair. Et moi qui suis danseur, je le vois d'autant plus. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que sur l'image, j'ai vraiment voulu la poser comme ouais, je suis noir avec tout ce que ça incombe. Parce que quand on pense au noir, on pense à véritablement ça, c'est-à-dire au noir costaud qui danse, qui vient de tribu, qui danse là, moi je dis torse nu, les gens ils disent tout nu, tout ça. Et donc je leur renvoie directement
leur propre mécanisme qui nous est tous. Hein. On a tous ça. Moi, il m'est arrivé d'être à Clichy-sous-Bois et d'entendre des gars, quand je fais mon show, qui disent hey, Renoir, arrête de faire ton bambou là. C'est pas parce qu'il y a des officiels ou des trucs comme ça là que tu dois faire ton bambou là, et là, tout nu, machin. Tu vois? Et ça, c'était des frérots renois qui me disaient ça. À la fin, ils sont venus me checker, ils m'ont dit ah ouais, j'avoue, très fort. Parce que moi, je suis dans le business, tu vois. C'est comment tu transcendes. C'est fais ce que tu as à faire, pose le truc, et oui, noir en France, tu peux pas y échapper. C'est surtout avec la France. C'est qu'on serait dans notre pays encore un peu. Mais avec la France, les liens sont tels que tu peux pas, il faut véritablement mettre les deux pieds dans le plat, comme le dit Despo, que j'adore citer, les funérailles des tabous. Il faut l'accepter, il faut le prendre en compte, et c'est un point de départ pour après parler de bien d'autres choses. Mais c'est un point de départ. Je sais que t'as des trucs à dire. Tu veux parler, Bala? Non, mais j'adore pas ce genre de sujet. Non, mais Non, mais tout a été dit, mais en gros, en fait, faut arrêter de se leurrer. Moi, quand j'allais au Muro, en 78, puis j'allais chez mes cousins, ils vivaient dans la tour Bamako. C'est l'État français qui a mis que des Maliens dans une tour. Je sais, l'État français. Du coup, non, mais donc, du coup, en fait, on peut pas faire semblant de ne pas voir ce qui est visible. Il faut déjà raconter les spécificités de ce qui est visible. Il faut déjà faire le taf de se réapproprier nos vies, les raconter, expliquer dans le contexte dans lequel on vit, pourquoi on est là. Après, peut-être qu'on pourra faire un autre truc et avoir un Obama. Mais en attendant, on part de tellement loin. On va pas être tapé sur des livres d'histoire qui étaient falsifiés, des fois, avec des informations fausses. J'ai regardé un livre d'histoire qui raconte que Cancan Moussa, qui est un grand empereur malien, ils l'ont mis en blanc. Alexandre Dumas, c'est Gérard Depardieu qui le joue. Alors que là, les ancêtres noirs, on est quand même dans un taf où en fait, il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de dire. En fait, on ne peut pas s'invisibiliser parce qu'en fait, ma mère l'a déjà fait. Et ma mère, à son taf, on l'appelait E. On ne lui donnait pas de nom. Donc du coup, on est dans une autre phase. Et moi, je pense qu'on est dans une phase d'affirmation où on pose nos spécificités pour construire un truc. Mais il faut d'abord que tu comprennes tes spécificités si tu veux taffer avec moi. Sinon, c'est pas possible. elle est trop grande pour que ça. Elle est trop complexe et il faut la prendre dans tous les bouts, à 360 degrés, avant de pouvoir passer à autre chose. En fait, si tu veux raconter un nouveau roman français, il faut bouffer de la rage de vivre et plein d'autres trucs de noirs avant, en fait. Et d'arabes et d'indiens, et ce sera comme ça. Parce qu'il y a trop de trucs à rattraper. Il y a trop de trucs à rattraper. Il faut déjà les poser là pour qu'on puisse partir, parce qu'en fait, on est dans un pays où les gens vivent les uns sur les autres sans savoir pourquoi. Donc il faut déjà taffer sur le pourquoi. Je ne sais pas trop comment je vais l'articuler, mais en fait, dans ton témoignage, tu as introduit la danse assez tard. Et en fait, je voulais savoir comment la danse est articulée, si tu veux, un petit peu dans ta vie. Et comment aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que la danse, ça permet de donner du sens à ce que tu fais. Et tu as parlé de danse et de thérapie au début quand tu parlais de livre. Est-ce que pour toi, en fait, la danse a été une thérapie à toi dans ta vie pour, je sais pas, peut-être un lieu où t'exprimer, etc. Comment tu définirais ton style de danse? Parce que je t'ai déjà pensé, comment tu définirais et tes inspirations quand tu vas dans la danse, tu les puisses où au final? Enfin, tu les puisses où? Est-ce que j'ai... Ça, c'était une question de fou. Non, mais merci, parce que c'est rare qu'on me pose des questions là-dessus. On parle souvent d'identité et rarement de mes faits. Mais alors, c'est vrai que je vous ai raconté toute cette histoire, mais forcément, vous imaginez bien que j'avais je fermais ma bouche, mais j'avais des colères en moi, en fait. Et en fait, la danse, moi, j'ai vraiment commencé... Moi, j'allais au cours de mon père, mais je dansais pas. Je les regardais danser, mais ça m'intéressait pas. Je les voyais trop, elles bavaient sur mon père et tout, c'était dégueu. Et du coup, je voulais pas me mélanger à eux, quoi. Mais par contre,
peu de temps, à un moment, on va voir un de ses potes qui, lui, a des enfants et une histoire de ouf aussi. Il a des enfants, mais 2 qui ont mon âge. Et on a, je sais plus, on a 8 ans, un truc, 7-8 ans. Et donc là, à ce moment-là, donc moi, en parallèle, déjà, je dansais sur les clips de Kofi, je dansais avec le Quartier Latin, Rochereau, tout ça. Mais je dansais pas professionnellement, et en tout cas, j'avais pas une instruction professionnelle. Je dansais comme on danse depuis qu'on est petit, à regarder des clips et à les reproduire. Ou que moi, le village danse quand on était au pays. Et donc, du coup, moi, à ce moment-là, je me mets vraiment à la danse parce que ce gars-là, donc c'est un pote de mon père, mais que j'appelle tout de suite tonton, hein, c'est comme ça. Et donc ça devient mon oncle et ses enfants mon cousin. C'est 2 métis aussi. Et on va commencer, en fait, ils ont le même âge que moi et on va apprendre de lui. Et lui, en fait, c'est un danseur du ballet national du Zaïre, qui, une fois lors de leur tournée, quand ils sont arrivés en France, quand ils sont repartis, vous savez, comme un peu les JO, il y en a un qui s'esquive, tchac tchac, hop là, connu, il est resté en France, et puis là, il a commencé du coup à vraiment donner des cours de manière professionnelle. Et donc moi je danse avec lui, je m'entraîne avec lui parce que lui il a une vraie vision pour ses enfants, il veut en faire des soldats, il veut véritablement les taper dans la danse. Et donc je vais danser avec lui. Et en même temps, toutes les galères et toutes les colères que je peux avoir, je les mets dans ma danse. Mais sans m'en rendre compte en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, la danse qui me parle le plus, c'est les danses guerrières, les danses zombies qu'on appelle, qui sont des danses de l'Équateur, où on va à la guerre. Et donc ça me parle. Et c'est hyper rythmé, c'est hyper physique. Et donc je danse ça principalement. Je me jette à fond là-dedans. C'est aussi, je suis bon aussi là-dedans. Donc quand vous êtes nul à l'école et que vous êtes bon à côté dans la danse, vous dites que voilà, c'est là où est mon truc en fait. L'école c'est normal, c'est que je suis pas fait pour ça. Mais la danse, ah ouais. Donc je danse, on fait des spectacles un peu partout, on est 3, et en plus moi je suis le seul, je suis le plus foncé, les autres ils sont beaucoup plus clairs, donc je suis toujours hyper bien visible, c'est génial, donc je danse comme ça, et puis à un moment donné je vais rejeter la danse parce que je me dis je vais finir comme mon père danseur. Et surtout si je finis comme mon père danseur, ça veut dire que ma femme va venir de mon cours de danse et ça, je vais reproduire le schéma de mes parents, qui était un schéma, comme on a pu le voir, peu enviable. Et donc du coup, je vais m'arrêter de danser, mais j'y arrive pas quoi, ça bouge en moi, j'arrête juste d'aller au cours, j'arrête juste de faire des spectacles, mais du coup je m'enfuis, je vais dans des bars-boîtes parce que j'habite le 5e arrondissement et qu'il y a des petites caves où il y a tous les bobos qui viennent et tout. À l'époque on les appelait pas comme ça, mais moi j'arrive à m'incruster, je danse dans un coin, je me mets là et je danse tout seul là pour évacuer parce que en fait j'ai tout ça en moi. Et en fait la danse pendant tout le long, c'est ce qui va me permettre de supporter en fait toutes ces histoires. Parce qu'il y a un moment donné, ce que j'ai pas dit mais à 23 ans j'ai fait une tentative de suicide et j'ai même tenté en fait de tuer ma propre mère parce que j'en pouvais plus de tout ça. Et quand mon petit frère est décédé, j'ai pété un plomb. J'ai vraiment pété un plomb. Et la danse ne suffisait plus, je voulais attenter à ma vie, j'en pouvais plus. Et mon cerveau, il comprenait pas en fait. Il dit mais pourquoi ça, pourquoi moi je suis noir, pourquoi je suis truc, pourquoi. À un moment donné, vous n'avez pas toutes les clés. Et la danse, ça permet d'extérioriser, mais ça ne permet pas d'analyser. Et donc du coup, à 23 ans, je fais ces tentatives de suicide. Et au moment de passer à l'acte hardcore, un de mes petits frères m'arrête et me fait comprendre que, en gros, que j'ai des choses à faire. Et donc je reviens, j'ai pas de métier, j'ai rien. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un boulot qui se trouve dans mes pieds. Et donc là, je retourne véritablement donner mes cours de danse. Et je me mets vraiment en mode pro, de chez pro, cours de danse, spectacle, montage de compagnie et tout ça. Et donc, en fait, du coup, et puis donner des cours, permettre
à tous de trouver son potentiel. C'était véritablement ça mon kiff. Et donc du coup, la danse va continuer à m'accompagner, et surtout là, parce que quand je reviens, je suis pas complètement bien. Et donc la danse va m'accompagner, et le fait d'accompagner d'autres, en fait, ça nous aide nous-mêmes, en fait. Parce que il y a une sorte de réponse entre nos vies et la vie des autres. Et donc, petit à petit, comme ça, je construis en fait une danse qui est, on va dire, thérapeutique pour moi. Et c'est véritablement là où j'ai mis ma thérapie. Le livre, c'était juste le livre, le manuscrit d'ailleurs, c'était ça le point final. Et le livre, c'était plus un objet marketing pour aller sur le projet, mais c'était pas ma thérapie. Ma thérapie, je l'ai faite dans la danse et dans mon manuscrit. Alors mon style de danse, c'est vraiment les danses traditionnelles congolaises qu'on trouve vraiment, d'ailleurs quand je suis allé au Congo lors de mon road trip et que j'ai montré ce que je faisais, ils m'ont tous regardé en mode t'es un arriéré, t'es un mec de l'ancien temps, on fait plus ces danses-là, il n'y a plus personne qui danse ça. Ils m'ont dit mais ça c'est les danses du village. Et du coup, pour eux, ils ne comprenaient pas comment un petit blanc faisait encore ces danses-là, alors qu'eux-mêmes, ils les ont oubliées en fait. Et le truc, c'est que nous ici, et même nos parents, sont restés comme quand ils sont partis du pays en fait. Et ils ont l'impression, du coup, en gardant ça et en étant des conservateurs, du coup, de ne pas perdre pied avec le pays et avec leur identité et avec qui ils sont. Sauf que pendant ce temps-là, le pays, il avance, les danses, elles avancent, les cultures avancent. Et donc quand vous revenez au pays, et ben en fait, vous, c'est retour vers le futur en fait. Vous êtes passé. Et eux, ils ont déjà avancé, donc ils vous regardent comme quelqu'un qui est has-been. Et donc ça, c'était pour eux, c'était assez impressionnant de voir qu'il y avait des femmes blanches, parce que malheureusement, ça c'est un gros problème, c'est que les danses que je fais n'attirent pas aussi les femmes noires qui ont l'impression de savoir déjà danser ça, donc n'attirent que les femmes blanches. Et donc ils sont choqués de voir qu'il y a que des femmes blanches qui viennent, qui dansent des danses traditionnelles congolaises avec des percussionnistes, machin, alors qu'eux-mêmes ont complètement jeté ça de côté. Encore plus au Congo parce qu'il y a la question de la religion, et la religion traite ces danses-là comme des danses du démon, du diable, et donc des danses à ne pas faire. Donc du coup, il y a un vrai décalage entre eux et moi, entre moi qui suis en fait plus arriéré qu'eux, et en même temps sur certains points plus au fait, comme sur le français et tout, qu'eux. Et donc c'est un peu un mix un peu bizarre. Donc ouais, les danses, c'est vraiment les danses du village. 1, 2, 3, 4. On va essayer de faire vite. Parce que voilà. Allez, super vite alors. Vous pouvez dire quelques mots sur le spectacle que vous représentez actuellement? Je suis parti là, il y a quelques semaines au Quai Branly, quoi, en après-midi. Ok. Vous n'avez pas dit que vous étiez 3 sur scène, enfin, je vous présente un petit peu. Merci. Et puis, quand est-ce qu'on peut le voir éventuellement? Merci, ça me permet de le sortir, je l'avais oublié, il était dans ma poche. Donc on fait un show qui s'appelle Larmes, qui raconte en fait les femmes avec qui on travaille au Congo et les histoires qu'elles nous ont rapportées. Et on a décidé de le mettre en scène avec du coup on était 3 donc la dernière fois, mais normalement on est 4, il y a 2 percussionnistes et 2 danseurs, danseuses. Et donc en fait donc ce show on voulait véritablement sensibiliser les gens. Il s'appelle l'arme parce que c'est un jeu de mots entre l'arme qui est notre corps qu'on utilise comme une arme et la danse qu'on utilise aussi comme une arme, et puis les larmes de ces femmes et puis les nôtres aussi, de ces histoires qui sont on n'a pas voulu édulcorer ces histoires, on a voulu vraiment les raconter telles qu'on les a reçues, et donc ce sont des histoires qui sont très dures. Et donc on le danse là le 18, 19 janvier, 25 et 26 janvier dans le 11e à Paris, dans une petite salle où il n'y a que 50 places, donc encore moins de personnes qu'ici. Donc vous êtes tous les bienvenus.
Faites vite, il y a presque plus de place. Non, je rigole. On va pas se mentir, non. Donc voilà, une larme. N'hésitez pas. Les infos sur bibliothéque. Voilà. Merci de cette question. Moi, je veux faire juste la main le psychanalyste là. Moi, je pense que tu as commencé à te tricoter ton identité au moment où tu as passé ton BAFA et que tu as commencé à t'occuper des gamins de la cible. Peut-être. 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 Hein. Là, c'est pour moi. En fait, je voulais savoir si tu pouvais revenir brièvement sur ta rencontre avec le docteur de Denis. Ouais. Et surtout ta rencontre en fait, avec les femmes, donc, les femmes, comment est-ce qu'elles ont accueilli ton initiative d'utiliser la danse comme psychothérapie et voilà, comment est-ce que vous continuez à travailler ensemble et c'est ça. Alors, la rencontre avec le docteur Denis Mukwege, c'était véritablement comme n'importe qui, hein, c'est-à-dire que moi je suis allé à une conférence qu'il donnait et je portais le même pantalon, c'est chaud. Et à ce moment-là, c'était quoi des trucs que tu disais. Et à ce moment-là, en fait, donc le docteur il est en train il parle et puis à un moment je lui dis bon docteur, moi écoutez j'ai 30 ans, je suis un afro-descendant, j'ai pas vocation à vivre au Congo mais en même temps je veux être utile à mon pays, comment je peux vous aider? Et là il me répond pas. Et moi je prends le seum, je me tourne, je parle, il y avait des cousins qui étaient là, je les avais pas vus depuis longtemps. On commence à discuter, il vient derrière moi, il me pose la main, il me dit jeune homme, est-ce qu'on peut avancer? On avance et on discute et puis il me dit faites-moi un projet. Et donc je lui ai fait ce projet, je lui ai écrit ce projet. Quand il est parti, il y a tout le monde qui est venu me voir en mode j'avais touché le Messie. Ils voulaient tous, ouais, il m'a laissé une carte, alors les gens ils prenaient la photo en carte, c'était rigolo. Et puis finalement, donc on lui fait ce projet, bon c'est galère parce que là-bas la connexion elle est nulle, vraiment. Et on insiste. À un moment donné, je lui ai écrit à lui directement, parce on m'avait mis aussi en contact avec lui, mais je voulais pas le déranger. Et là, quand ça part de lui, il descend, on nous ouvre les portes. On y va en avril, j'y vais avec deux amis, une photographe et une journaliste. On part là-bas, et quand on arrive là-bas, il faut savoir qu'elle dansait déjà avec une des nièces du docteur, qui est intervenante là-bas et qui les faisait danser. Et donc quand nous on est arrivés, elle dansait déjà, sauf que moi j'ai une formation un peu plus pro, et donc du coup l'idée pour moi c'était de mélanger ce qu'elle faisait déjà, Alice elle s'appelle, avec ce que moi je pouvais leur apporter des inspirations, parce que je fais des danses traditionnelles congolaises, mais maintenant avec le temps j'y mets aussi les inspirations européennes, occidentales et autres que j'ai pu acquérir. Forcément, on est le fruit de son environnement, donc il y a forcément un peu de ça dedans. Et en fait au début, en plus on parle pas la même langue, moi je suis de l'ouest, elles sont de l'est, et à l'est on parle le swahili. Et donc du coup, et elle parle quasiment pas français, pas du tout même. Et donc à un moment, quand il commence à me présenter, en voulant faire la traduction, je dis bon, ça sert à rien, mettez la musique, et j'ai dansé. Et donc quand j'ai dansé, elles ont compris que j'étais danseur, et en fait elles ont été interloquées de voir que un petit français, même qu'il soit congolais, en plus de l'ouest, viennent jusqu'à chez elles là-bas, alors que c'est la guerre, travailler avec elles. Et donc elles l'ont super bien pris. Et elles ont, tous les jours, elles voulaient faire la danse. Et elles venaient me voir, et on avait mis des ateliers. Et en fait, juste après la danse, elles discutaient avec, il y avait un psychologue qui est lui, congolais, de Bukavu, donc il parle le swahili, il vient vraiment de là. Et il voyait qu'elles s'exprimaient plus facilement après les séances de danse. Là, la fait-il, c'est ça qu'il nous faut. C'est un travail en binôme avec danseurs et psychologues. Et donc quand on est revenu, on s'est dit on va théoriser, c'est ce qu'il faut ici, théoriser ce travail et du coup le rendre scientifique. Et juste pour la petite anecdote,
moi, je leur ai envoyé un petit questionnaire pour savoir un peu quels avaient été les retours, comment elles l'avaient vécu. Et dans ce questionnaire, je mets est-ce que ça leur a posé problème que ça soit un homme qui travaille avec elles? Est-ce que ça pose un problème que des femmes blanches soient venues? Parce que mes 2 potes, c'était 2 femmes blanches. Et là, je me suis pris un retour de bâton monumental. C'était une insulte. Dans le sens où, pour eux, toutes ces questions de la race, mais ça n'existe pas. C'est un problème de français. Et du coup, eux, si tu viens, que tu es droit, que tu corromps personne, que tu cherches pas à corrompre les gens, et que tu cherches vraiment à faire ton boulot et à bien le faire, mais tout le monde est le bienvenu. Et cette question de genre et race, mais c'était du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, ils m'ont plus parlé pendant au moins 3 ou 4 mois à cause de ça. Parce que j'avais posé ça, et moi au début ça m'intéressait pas, mais c'est quand j'étais avec mes collègues, elles m'ont dit ouais quand même Boléwa demande-leur pour qu'on ait un retour. Et en fait pour eux non, c'était vraiment une insulte. Donc ça a été le moment le plus dur en fait, ça a été ce questionnaire. Sinon là-bas, j'avoue qu'à un moment donné j'ai failli crier Not in my name. C'est-à-dire que j'avais, vous savez, ce truc où on disait aux musulmans de dire ouais, not in my name quand il y a un truc de terrorisme ou je sais pas quoi, tu vois. Et ben moi là, à ce moment-là, j'ai eu envie de le crier en tant que mec. Parce que quand j'entendais les histoires qu'il y avait, franchement, et qu'on me les racontait là et que je voyais ces femmes-là, vraiment je dormais pas bien. Je pensais pas que l'horreur à ce point était possible. C'est un truc j'ai jamais connu, j'ai jamais entendu, connu, même les films d'horreur, c'est à côté, c'est une blague en fait. Parce que ça, c'était véritablement l'horreur. Et ça, c'est ce qui m'a poussé à revenir me dire en fait, ça va être ça mon boulot. Mon boulot, c'est de développer un modèle économique qui nous permet justement de développer cette méthode, de travailler avec elles et au final de travailler aussi en France avec des femmes qui sont en situation de fragilité, mais d'être indépendant parce qu'il y a trop d'enjeux, de ne pas être une ONG, mais en même temps de ne pas être un saut classique, donc un truc mélangé comme Nice to Meet You, où on est indépendant et on peut travailler avec ces femmes de manière indépendante et faire connaître cette problématique au monde entier parce que ouais, si on connaît le docteur sous la forme l'homme tiré par les femmes et comme on entend, déjà on connaît 1% de ce qu'il fait et en plus quand on entend vraiment ces histoires de ces femmes, et ça c'est mon objectif à long terme, c'est que ça soit elles qui jouent l'arme en fait. Mais pour l'instant, il y a un processus d'abord de gagner de l'argent, de développer le modèle de thérapeutique, de les emmener à se sentir beaucoup mieux et à prendre le pouvoir, et ensuite de pouvoir commencer à les emmener sur scène. Donc, on va enchaîner sur la dernière question. Voilà. Merci. Vas-y. J'ai 2 choses à dire. Je sais que le temps va être très court, mais deux choses. Déjà, la première, c'est que je voulais me procurer ton livre. Malheureusement, à la FNAC, il n'y en avait plus. Ben, il y en a là. Ah, il y en a là. Il y en a là, on a réservé. Okay, tu vois, ceci. Et donc, du coup, je suis allé sur Internet. Visionner tes vidéos. Et j'aime beaucoup ta philosophie de dire qui dit que la danse est un moyen de s'exprimer, un moment de partager. Je suis tombé sur une vidéo de toi où tu faisais des tables, enfin des rondes avec ces femmes du RDC. Moi qui fais du hip-hop, je sais qu'on fait des cercles souvent, et tu as mis une femme au milieu, tu l'as fait danser, et j'ai vu la joie de vivre, en fait, le sourire dans son visage, et j'aimerais savoir quel sentiment ça te procure quand tu vois ces femmes qui sont tristes habituellement, qui sont anéanties en fait par la vie, de les voir sourire, de les voir rigoler, en fait, quel sentiment ça te procure? C'est le premier truc. Alors franchement, honnêtement, tu poses vraiment la meilleure des questions. Si aujourd'hui j'ai décidé de parler de ma vie, c'est pour retrouver le sentiment que j'avais vécu face à elle à ce moment-là. Parce qu'honnêtement, c'est un des plus grands cadeaux que la vie m'a fait. De pouvoir... Ce projet il s'appelle Recréation.
pour se reconstruire. Mais on joue aussi avec le mot de récréation. Parce que avant de pouvoir se reconstruire, il faut déjà réapprendre à sourire à la vie, réapprendre à rire et à rire ensemble. Et donc, et faire qu'à un moment donné, il y ait une respiration du cerveau. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, j'en avais marre de ces questions, c'est qu'à un moment donné, le cerveau il respire plus, il est asphyxié par toutes ces questions, toutes ces difficultés que l'on vit. Et du coup, la danse peut amener à ça, et pas que la danse, toute forme d'art peut amener à cette respiration. Et en fait, ce jour-là où il y avait ce cercle, elles étaient 90 dans la salle. Et elle m'attendait parce que la directrice avait dit je vous ramène un danseur qui vient de France, donc ah là, wow, c'est elle qui vient à côté de sa blague. Et tout le monde m'attendait, mais au pas de charge, hein, vraiment, elles étaient là 90, quand elles criaient toutes, j'étais non c'est une blague ça encore. Et du coup, ces 90, j'ai dit vous savez quoi, eh ben en fait on va faire un énorme cercle. Et on va danser one and one. Parce que et donc ce moment-là, c'était un des plus grands moments de ma vie. Et on était en transe à la fin. On était tellement en transe que j'ai dû me faufiler, partir. Et la directrice m'a dit mais là, elles vont s'arrêter à 6h du matin. Merci Boléwa. Et j'ai regardé, j'ai fui parce que c'était trop fort. Et en fait, ce moment fait qu'aujourd'hui, j'ai développé ce projet avec mon cofondateur et autres. Et c'est ce qui fait que je travaille sur ça parce que, franchement, c'est quand elles ont vécu ce qu'elles ont vécu, qu'aucun de nous ici n'arrivera à se relever et qu'elles sont là face à moi en train de danser, en train de me clasher, en mode qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu viens de France, mais nous, on vient d'ici. Et ta danse là, c'est rien. Et ben franchement, ça c'est... Ouais, il n'y a pas mieux, il n'y a vraiment pas mieux. Et la deuxième et la dernière. La deuxième et la dernière. S'il vous plaît. Non, c'est important pour de vrai, c'est important. La deuxième et la dernière, c'est que voilà, j'ai observé beaucoup de tes vidéos à toi. Donc j'étais à la bibliothèque tout à l'heure, j'ai écrit un petit texte d'1 minute sur toi. Et je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de le réciter devant les autres. Vas-y. Pour résumer. Vas-y, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes un maçon, un architecte 2.0. Vous réparez les cœurs brisés, vous réparez les esprits anéantis. La danse comme outil thérapeutique. Ce qui est fascinant chez vous, Boléwa, c'est que vous proposez une solution simple. Danser. La danse, innée pour certains, et il faut que ça s'apprenne pour d'autres. La finalité, c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme, de bac plus 5, de doctorat ou d'argent pour savoir danser. La danse, c'est naturel. La danse, c'est une arme que chacun possède à l'intérieur de soi. Certains ont connaissance du pouvoir qu'elle procure et d'autres non. Vous avez connaissance de ce pouvoir, vous l'avez utilisé pour votre vie, pour faire face aux crises. Et la beauté de cette histoire, c'est que cette arme qui est la danse, qui était cachée à l'intérieur de vous, vous l'avez utilisée à bon escient. De plus, vous n'avez pas fait preuve d'égoïsme. Au contraire, vous avez su partager cette connaissance, partager votre talent, partager votre art. Résultat des courses, vous êtes en train de délivrer énormément de personnes et c'est cette qualité que j'admire en vous et on devrait tous prendre exemple là-dessus. C'est la transmission, le partage, l'impact de vos actions. C'est bien de se délivrer soi-même, mais qu'en est-il des autres? Et il n'y avait que toi, Boléwa, qui connaissais cette situation. Je dis toi, je te tutoie, car maintenant tu n'es plus vous, un inconnu que je respecte, mais un frère que j'accepte. Tu n'as pas été violé comme ces femmes, mais toi aussi, tu t'es retrouvé seul, brisé, désespéré et perdu. Et tu as eu la bonne réaction de répondre favorable à la demande de ce chirurgien Denis Mukwege en disant oui, je veux bien vous accompagner dans ce projet. Vous avez allié vos connaissances, un qui fait un premier travail et un deuxième qui achève le travail qui a été commencé par le premier. Et je ne pouvais pas rester dans l'indifférence quand Houssine m'a dit qui tu étais et que tu allais venir chez nous. Alors au nom de toute la jeunesse sarcelloise et les habitants de Sarcelles, je te remercie et je t'applaudis. Attends, j'ai voulu la salle bibliothèque. La salle bibliothèque.
Il y a Youssouf et Tchokan qui vont conclure s'il vous plaît et après on passe au buffet, merci. De rien, de rien. Attendez, allez Youssouf, Tchokan, allez. Moi je vais être rapide, merci beaucoup d'être venu en nombre. Franchement, ça fait plaisir, on est dans un petit local, on est ensemble et ça m'a fait plaisir de présenter ce premier Bibliotest 2019. Bibliotest, c'est des belles histoires, voilà, ça va continuer avec de nouveaux auteurs et voilà, j'ai pas d'autre chose. Merci beaucoup. Elle va clôturer. Je crois que c'est le mois dernier. Elle a eu un article, enfin 2 articles qui ont été faits un article dans Libération. Donc Tchokan fait beaucoup de choses avec comme ça on te laisse vraiment la parole. Mais vraiment, honnêtement, c'est vraiment le meilleur événement que j'ai pu faire depuis que ce livre est sorti. J'ai traversé la France, je suis allé dans plein d'endroits et honnêtement, j'ai jamais vu autant juste d'authenticité, mais en même temps autant de savoir, autant de finesse de fond que ici. Et franchement, merci beaucoup parce que c'est complètement ouf et je suis fier que ça se passe à Sarcelles et que ça se passe pas dans des endroits hyper guindés et justement que vraiment ça se passe ici. C'est 5e. C'est merci. 25e. Ah, c'est mon quartier, merci. Merci à vous. Merci aussi, vraiment. Vous êtes vraiment complètement ouf et ça fait vraiment plaisir. 2019, ça s'annonce vraiment très bon. Vraiment. beaucoup de bon. Je voulais remercier nos intervenants, Victoria Boleva, l'équipe de Nest YouTube, qui sont de chez nous ici. Surtout notre petit frère, donc en fait pour nous c'est la relève, hein. Les jeunes Sarcellois comme David, comme on en a beaucoup dans la salle, qui pour nous c'est notre relève et on compte sur eux pour la suite. Et je voulais aussi vous annoncer la date du prochain Bibliotest qui sera avec Marwan Mohamed, le sociologue, parce qu'on a deux qui sont assez connus, c'est des sociologues. Ce sera le 2 février, donc il a écrit énormément de livres aussi très intéressants sur des thèmes qui nous touchent particulièrement aussi dans le quartier populaire, tout ça. Bon, même si actuellement il est à New York en train de participer au procès de El Chapo, donc je pense qu'il nous en parlera. On va parler longuement. Oui, voilà. Donc vous êtes les bienvenus et franchement ça fait plaisir de voir autant de monde, on ne s'attendait pas à autant de monde. Voilà. Vous êtes les bienvenus et merci pour tout et vraiment merci au fait du Je vous invite à partager un buffet qui est là, voilà, c'est un tout petit truc à l'image de bibliothèque.